Merci à tous d'être encore là sur cette deuxième journée qui va être complètement différente. Et puis moi, je vais me taire très rapidement. Je vais laisser la parole à Manon Ticide, directrice du réseau des centres de soins Faune Sauvage. Bonjour. Alors moi j'ai le rôle difficile de passer après la soirée à l'O'Brien. J'espère que tout le monde aura eu le temps de récupérer un peu. Et de la compassion pour moi. Donc effectivement, je n'ai pas aujourd'hui forcément une position très facile parce que je vais parler de médiation en centre de soins à un auditoire dont la moitié est composée de personnes de centre de soins et l'autre moitié non. Donc je suis obligée d'aborder les choses de manière un petit peu tiède, avec une sorte de petit entre-deux, et j'espère que vous m'excuserez de ça. Mais voilà, l'idée étant de s'adresser un peu à tout le monde dans la mesure du possible. Donc la question était de savoir si la médiation, ça peut être un levier pour essayer d'aider les centres de soins à limiter leurs accueils. Cette intervention, je vous le disais, elle a des limites, celle du public mixte, encore une fois, c'est-à-dire que je ne peux pas forcément rentrer beaucoup dans les détails de ce que peut être la médiation faune sauvage parce que la moitié d'entre vous le savent très bien, et par ailleurs, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails de ce que peut faire ou être un centre de soins parce que l'autre moitié d'entre vous le sait également très bien. Par ailleurs, il y a une grosse limite qui est la mienne. Parce que tout ce que je vais vous dire là est quand même le fruit essentiellement de mon expérience. Alors, moi j'ai travaillé, avant de travailler au réseau des centres de soins pour lequel je travaille aujourd'hui, j'ai travaillé pendant des années dans des centres de soins, dans un en particulier qui était un centre LPO en Gironde. Donc, encore une fois, un peu comme ça a pu être le cas de Jean-François Noblet, c'est un retour d'expérience. Et cette réflexion, elle est construite autour d'un retour d'expérience. Donc ça touche ses limites de cette façon-là. Par ailleurs, on a aussi des grosses lacunes de données, je vais y revenir, mais on a du mal à archiver les données de médiation. Et le manque de données chiffrées nous impose un peu l'approximation. On a aussi le pied dans un secteur qui est vraiment en train de se développer. On est sur quelque chose qui est en mutation, particulièrement au niveau des centres de soins, où ce sujet de la médiation, tel qu'on peut le formaliser maintenant, il est en pleine évolution. Et j'entendais hier des personnes dire oui, mais la médiation actuellement, on l'a fait sur telle espèce, on la fait pas trop sur telle espèce. Moi j'ai envie de dire restons prudents parce que chaque année ça change en fait. Chaque année on rajoute des bestioles dans le panel d'espèces qu'on va traiter, on rajoute des types de cas, des types de typologie de personnes qui nous sollicitent. On est vraiment dans un truc en essor. Donc voilà, ce que je vais vous dire là, ça a quand même beaucoup de limites qui sont celles d'un secteur complètement en mutation, quoi. Alors, rapidement, un petit mot quand même sur le réseau pour lequel je travaille, parce que peut-être vous ne le connaissez pas tous, en tout cas ceux qui ne sont pas concernés par les centres de soins, vous n'avez pas forcément une vision très très claire de ce que ça peut être. Le réseau, c'est une fédération de centres de soins pour la faune sauvage. C'est une fédération qui est assez récente, qui a été créée en 2019, donc c'est pas vieux. Et donc l'idée, c'est qu'elle propose des outils aux centres de soins qui existent, ses membres ou pas ses membres d'ailleurs, pour tous les centres de soins, des outils pour améliorer la prise en charge de la faune en détresse, parce que pour ceux qui connaissent les centres de soins, vous savez que c'est pas facile. On est sur un secteur qui est dans une espèce de précarité permanente, avec soumis à des chiffres qui sont assez délirants. Donc on a forcément une autre approche de la médiation, mais ça aussi j'y reviendrai. Donc voilà, on est un outil au service des centres pour les aider à améliorer cette prise en charge. Donc on a des membres un petit peu partout en France, on a 26 membres, donc 26 centres de soins membres. Là j'ai mis une carte de France pour simplifier, vous n'avez pas les dom-toms, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des centres de soins aussi dans les dom-toms. Et puis c'est des centres de soins, vous voyez, sur des territoires très différents, donc qui vont forcément traiter des sujets très différents. On a dans les centres de soins du réseau des centres qui sont spécialisés dans la faune des dom-toms, dans la faune marine, dans les grands mammifères, dans les oiseaux, bien sûr. Et puis peut-être un jour dans les reptiles amphibiens. Pour l'instant, on ne peut quand même pas se dire qu'on est spécialiste là-dedans. Mais voilà, on essaye de travailler à développer des outils qui servent à tous. Voilà, c'est le but du réseau. Et donc on est 2 salariés au réseau. Il y a Jade, qui est là-haut, qui fait un grand coucou à tout le monde, qui elle aussi connaît bien les centres de soins, puisqu'elle a aussi été responsable de centres de soins en Bretagne. Et puis il y a donc moi. Et donc on est un peu... On est des recyclés de centres de soins, comme il y en a d'autres dans la salle, comme peuvent l'être Maëlle et Lucie.
et donc qui avons l'expérience de terrain, mais qui aujourd'hui pourront traiter des sujets peut-être un peu plus de fond. Alors les centres de soins, pour faire rapide, pour ceux qui n'y travaillent pas, je vous ai mis juste quelques grands ordres de grandeur. Hein. Il y a à peu près, c'est une approximation, il y a à peu près 150 000 animaux qui sont pris en charge par an. Pour vous donner une échelle, ça fait à peu près autant d'animaux que ce qui arrive dans les SPA et les refuges pour animaux domestiques. C'est à peu près le même volume. 150 000 animaux dont on va avoir à peu près 70% d'espèces protégées, mais ça, à la limite, c'est presque pas un sujet. Le budget moyen de ces centres de soins est pas lourd, c'est en moyenne un peu moins de 150 000 euros pour traiter en moyenne 2500 animaux, donc ça nous fait ce ratio formidable de 96 centimes par animal et par jour. Vous imaginez qu'on peut faire un boulot incroyable avec ça. Et les animaux restent dans les centres de soins en moyenne 2 mois. C'est à prendre en compte aussi, parce que c'est des trucs assez longs quand même, en termes de prise en charge hospitalière, c'est long. Donc sur ces 2500 animaux, bien sûr c'est une moyenne, hein, mais c'est mal réparti sur l'année. Pour ceux qui le savent, hein, voilà, il y a des pics d'activité qui sont très très forts, avec une saisonnalité marquée par la saison des juvéniles pour les oiseaux et mammifères. Donc en gros, on en bave à partir d'avril jusqu'à septembre. On pourrait dire que c'est l'été, mais ça fait des étés très très longs quand même. Au niveau des salariés, on a des gros problèmes de masse salariale, puisque les salariés sont jetables dans des laps de temps très très courts, vu qu'on les épuise très très vite. On a peu de personnel salarié, ça c'est une moyenne au réseau, sachant qu'au réseau, on a des très gros centres de soins par rapport à la moyenne nationale. En France, on a plus d'une centaine de centres de soins qui sont présents sur le territoire. Et ceux du réseau font partie des plus gros. Donc dans ces plus gros, on a assez peu de... Ça y est, la batterie commence à... Non bon. Au réseau, on a assez peu de salariés, proportionnellement, on a 3,4 salariés en moyenne, sachant qu'il y a des centres qui explosent la moyenne avec plus de 17 salariés. Donc en globalité, on va considérer qu'un salarié va prendre à peu près entre 700 et 800 animaux en charge par an, tout seul. Bon, aider de bénévoles, bien évidemment, mais ça fait un plan de charge monstrueux, ce qui fait qu'on a des gens qui restent très peu de temps. Il y a beaucoup de turnover, et on embauche surtout des jeunes, puisque c'est des rythmes qui ne permettent pas d'avoir, pas facilement en tout cas, une vie de famille, et voilà. Donc beaucoup de turnover, avec 80% de bénévoles, avec le turnover qui s'impose aussi beaucoup au bénévolat. Donc on a souvent un déficit de compétences, et on est tout le temps en train de se reposer la question de comment les former, etc. Et beaucoup d'appels. C'est ce qui va caractériser un peu mon intervention aujourd'hui, c'est qu'on a un nombre d'appels monstrueux. Dans ce nombre d'appels, vous avez des appels de médiation et vous avez des appels de prise en charge faune en détresse. Le problème pour nous, centre de soins, c'est que cette frontière, elle est très poreuse. On va nous appeler pour de l'animal en détresse, ou on va nous appeler pour des problèmes de cohabitation, et les deux ne sont pas toujours très identifiés en fait. C'est pas toujours hyper clair de ce qui relève de l'un ou de l'autre. Et en plus, on a cette problématique d'augmentation constante des accueils, qui est une grosse limite aussi. Alors, je vous ai mis rapidement une petite carte de France. Alors, sur cette carte de France, vous verrez les petits points verts qui sont des centres de soins existants, et les petites croix qui sont des projets de centres de soins. Ça fait un paquet de trucs en France quand même, avec une belle diagonale du vide, bien marquée. Donc il y a des zones dans lesquelles il ne faut surtout rien trouver. Et puis vous avez les petites têtes de mort qui sont des centres de soins qui ont fermé. Voilà. Donc il y a un paquet de structures en France, encore une fois, j'ai pas mis les dom-toms, hein, mais donc on a plus d'une centaine de centres de soins, avec une cinquantaine, pour faire simple, de projets en création environ. Donc il y a les centres de soins, ça devient des acteurs du territoire qui sont quand même à prendre en compte. Alors donc, le problème de la médiation en centre de soins, c'est qu'on a nécessairement une approche qui est un peu différente de l'approche naturaliste. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on reçoit 5000 appels en moyenne par an, donc on ne peut pas les traiter de la même façon. Mais aussi parce que les gens qui nous appellent ne font pas trop la différence. Ils appellent un centre de soins, ils appellent un hôpital. Donc, ils ne cherchent pas des solutions de cohabitation ou pas très intuitivement. La plupart du temps, ils ont l'impression d'avoir identifié une problématique relevant du bien-être animal ou de la santé animale. Donc c'est à nous ensuite de leur faire comprendre que ça peut relever d'un autre problème, qui est leur considération de la nature ou qui est leur niveau de connaissance de la nature. Donc on a cette approche qui est en plus très centrée sur les particuliers. On est certainement moins sollicité par les entreprises et les collectivités, malgré tout on l'est parfois, hein, mais moins
que les associations naturalistes. Et puis, en fait, on a aussi une typologie qui correspond à la typologie de nos accueils. C'est-à-dire c'est quand même beaucoup de zones périurbaines. En gros, les quartiers résidentiels, hein, c'est vraiment ce qui va nous rapporter le plus d'appels et d'animaux. C'est les zones pavillonnaires, périurbaines. Et essentiellement des cas sur lesquels nous, on ne va pas avoir de déplacement. C'est pas forcément que ça n'en nécessite pas. C'est qu'on ne va pas se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens humains pour le faire. Donc, voilà, la médiation en centre de soins, forcément, il y a ce prisme-là, on en reçoit vachement d'appels. On ne peut pas se déplacer parce qu'on n'a pas du tout le temps, c'est plusieurs centaines d'appels par jour, on ne peut pas les gérer de la même façon et aussi proprement que quand on va en traiter un ou deux dans la journée. Et il y a par ailleurs un gros rôle de SAMU, c'est-à-dire que derrière, la personne qui va prendre l'appel, elle doit avoir le même type d'approche que quelqu'un qui prend les appels d'urgence au SAMU ou chez les pompiers. C'est-à-dire qu'on va avoir une décomposition du questionnement pour essayer de comprendre si en effet il y a bien une fracture, si en effet l'animal est bien abîmé ou pas. Je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête, mais quand on veut nous appeler pour un bébé chouette, le réflexe serait de se dire bon, c'est un bébé chouette, vous allez le reposer là où vous l'avez trouvé, voilà. Sauf que, en fait, en creusant un peu, on va peut-être comprendre que c'est pas un bébé chouette. Que ce qui est appelé bébé, c'est par définition ce qui est mignon, et pas ce qui est jeune. Et donc, si le truc est très fluffy, s'il y a beaucoup de plumes, s'il y a beaucoup d'air dedans, c'est mignon, et donc c'est un bébé. Et en creusant un peu le truc, on se rend compte qu'en fait, il y a des mouches autour, que c'est un adulte qui est posé au sol, etc. Ça, c'est le rôle du SAMU. C'est de creuser, d'écarter les hypothèses et d'essayer de comprendre si ça relève de l'urgence médicale, si ça relève du problème de médiation. Et en fait, là, on peut nous arriver d'une façon ou d'une autre. On peut avoir des urgences médicales qui n'ont pas été décelées par le découvreur comme tel, ou inversement, ce qu'il avait l'impression d'être une urgence médicale qui finalement relève du problème de médiation. Donc ce rôle de triage de SAMU, c'est vraiment le rôle de la personne qui fait de la médiation dans le centre de soins. Alors le contexte est difficile pour nous parce qu'il y a une double problématique. Il y a une augmentation insurmontable des accueils, c'est-à-dire en 10 ans, là, on a fait du plus 20% par an d'accueil en moyenne dans les centres tous les ans. Donc on a fait, sur l'intervalle 2014-2021, on a fait plus 114% d'accueil en centre de soins, avec des effectifs en gros qui n'ont pas changé et des locaux qui n'ont pas changé. Donc du coup, il y a eu cet effet massif de surbooking des équipes. Et par ailleurs, on sait que mort bestiole égale laisse réussite. Donc plus on a d'animaux, plus on est soumis aux maladies nosocomiales, plus on surbonde les capacités d'accueil du centre, les capacités des équipes aussi, et moins on en sort. Donc malheureusement, ce facteur risque, on le subit. Et plus vous avez de surbooking dans un centre, moins il est capable de faire correctement de la médiation aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu le rôle de tous ceux qui peuvent avoir au téléphone des particuliers qui ont une problématique, que d'essayer d'assurer ce tri en amont pour éviter que les centres de soins se retrouvent dans cette situation, ou en tout cas pour essayer d'améliorer un peu cet état de fait des plus 20% par an. Alors sachant que plus 20% par an, c'est le taux d'augmentation des accueils. Pour les appels, c'est pire. On est sur plus 35% par an d'appels. Donc au bout d'un moment, c'est insurmontable. Quand vous recevez plus de 8000 appels par an, c'est à traiter à la chaîne. C'est-à-dire si vous ne le traitez pas en moins de 5 minutes, l'appel, vous n'y arrivez pas en fait. Il faut que ce soit vraiment des délais extrêmement courts de traitement des appels. C'est pour ça qu'il nous faut des super médiateurs. Mais vu qu'on est surtout des gonzesses là autour de cet amphi, on va dire que c'est une super médiatrice, parce qu'il n'y a pas de raison. Il nous faut des gens... Il nous faut des gens qui aient des super compétences en biologie, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à quelle période cet oiseau peut migrer, pas migrer, qu'est-ce qu'il mange à l'état naturel, quel est son comportement normal, etc. Pour arriver à faire ce tri efficace, il faut des bonnes compétences. Est-ce qu'un martinet pâle, c'est normal de le trouver en novembre à tel endroit? Est-ce que c'est normal en mars à tel endroit? Et ça définit ce qui est une urgence, ce qui n'est pas une urgence, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Donc, à la base, je rejoins totalement ce qu'a dit Laurent Arthur hier, en fait. Et d'ailleurs, il m'a piqué une partie de mon PowerPoint. J'ai dû supprimer des slides. Merci, Laurent. Mais oui, complètement, il a raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer ce panel de compétences-là avec des gens qui sont en service civique et qui sont arrivés il y a 15 jours. C'est un vrai métier, en fait.
Donc il nous faut des gens qui soient... Pardon, je n'ai pas le truc toujours en face. Il nous faut des gens qui soient des bons biologistes. Et ça, c'est une compétence qui s'acquiert dans le temps, vous le savez. Des bons biologistes, des bons naturalistes. Il nous faut des gens qui aient des notions de médecine vétérinaire. Alors bien sûr, l'idée n'est pas spécialement de faire Barbie joue au veto, hein, mais d'avoir des notions quand même de ce qu'implique une fracture ouverte. Je vous donne un exemple, je sais pas, un peu bête, mais qu'on soit capable d'expliquer à des gens ce qui médicalement va être problématique. Une fracture ouverte sur un oiseau qui a des os creux, on se pose des questions d'infection des voies aériennes par le biais des sacs aériens. Ce qu'on ne va pas avoir comme approche sur une fracture fermée sur un hérisson. Voilà. Bon, il y a des notions de médecine véto qui sont nécessaires pour faire ce rôle de SAMU et ce triage efficace. Il y a bien sûr la question de l'expérience qui va jouer pour essayer de comprendre des typologies de cette situation. Les gens qui ont un peu l'expérience savent que quand on nous appelle en mai pour des bébés rapaces noirs trouvés partout par terre, on sait ce que c'est. On n'a pas besoin du sous-titre. Le service civique, vous pouvez y aller chaque année. Vous avez des services civiques qui vous disent « Tu sais ce qui m'est arrivé ? On m'a appelé pour un bébé rapace, c'était un martinet. » Nous, oui, nous on est blasés, c'est-à-dire on rigole même plus à leur vanne. Voilà, ça c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'on fait un tri beaucoup plus efficace, on perd beaucoup moins de temps à écouter la même histoire chaque fois que les gens se perdent dans des contextes et des situations. On est à chaque fois obligé de les couper, on dit attendez, c'est quoi ? C'est où ? Il a quoi ? Et, cette expérience-là nous permet de traiter un appel efficace en 3 minutes. Le service civique, poli, va écouter mamie jusqu'au bout, lui raconter ce qui l'a amené à arriver dans le parc ce jour-là. Et du coup, l'appel dure 10 minutes et le service civique a loupé 5 appels. Et quand il reprend le truc, il est complètement surbooké. Donc voilà, il y a ce contexte-là, l'expérience fait qu'on traite efficacement les appels. Gabriel, je suis navrée d'avoir utilisé ton image sur la... Mais bon, voilà, il y a la gestion de conflit, rien à voir avec Gabriel, lui en tenait par rigueur. La gestion de conflit qui aussi, pour bien vivre ce boulot, vous le savez tous, il faut savoir se faire agresser dignement et réagir avec classe. C'est directement lié avec l'expérience. Donc l'air de rien, on a besoin aussi d'avoir des gens qui sont assis dans cette profession, qui savent ce que c'est, qui vont traiter les choses avec du recul, avec aussi un peu de distance, et qui ne vont pas se bouffer à le faire. Donc c'est un métier, on a besoin de pérenniser ce métier. La question de gérer des milliers d'appels par centre, forcément, va définir un axe, comme on l'a dit, un axe de traitement, hein, c'est-à-dire que on n'a pas le temps. En général, maintenant, ça commence à se dessiner un peu. On a des gens qui commencent à être embauchés pour faire de la médiation. Jusqu'à présent, vous avez des soigneurs qui répondaient comme ça, avec le téléphone calé sur l'épaule, qui faisaient des points de suture en même temps, et qui étaient en train de gérer un accueil de loin en disant « mettez-le dans le carton ». Donc forcément, l'appel, il est traité un peu au-dessus de l'épaule. En général, on a tendance, parce qu'on est épuisé, qu'on en a marre et qu'on n'a pas le temps, à dire « un bébé chouette, oui, amenez-le ». Parce qu'au final, c'est moins long que d'aller lui expliquer pourquoi il faut le reposer. Et puis, il y a la question aussi de lutter contre l'interventionnisme. La médiation, c'est vraiment un levier pour ça. Nous, on a en centre de soins, quand même, la majorité des accueils en centre, c'est des bonnes intentions mal placées. C'est des gens qui sont intervenus avec le syndrome du Bambi, avec les meilleures intentions du monde, mais avec toujours cette problématique d'aller mettre les doigts à l'endroit où il ne fallait pas les mettre. Et donc, quand on regarde un petit peu les causes d'accueil de la faune en détresse, dans les centres de soins, vous avez toute cette partie qui représente pas loin de la moitié de nos accueils, qui sont uniquement des ramassages juvéniles. Alors, ça ne veut pas dire que là-dedans, tout était inutile, mais quand même les 3 quarts. Les 3 quarts de ce truc-là, c'était évitable. Après, par ailleurs, là-dedans, vous avez plein d'autres leviers de trucs évitables qu'on a fait peut-être par manque de... Enfin, qu'on a accepté, ou des situations dans lesquelles on s'est retrouvé parce qu'on n'a pas eu le levier de médiation à ce moment-là. Il y a un paquet de choses. Hein. Alors, bien sûr, pas les maladies, quoique... partie des maladies dues aux mangeoires, on y reviendra. Mais voilà, il y a un ensemble de trucs où on arrive à de la prédation, on arrive à de la collision vitre, on arrive à de l'empoisonnement, parce qu'on a dépassé le stade de médiation.
Et en fait, sur le nombre d'accueils, là, on a 92% qui sont dus à des causes anthropiques. C'est énorme. 92%, c'est une écrasante majorité qui sont dus à de la mauvaise cohabitation, finalement, avec la faune. Alors, quand on parlait des leviers, typiquement, on a cette propension à l'interventionnisme, avec cette tendance à agir au lieu de laisser faire. Donc, la mangeoire, c'est un bon exemple, parce qu'on a énormément de mortalité chaque année sur les mangeoires, comme vous le savez, qui sont dues soit à des nourrissages à une mauvaise période, soit à des mauvaises conditions d'hygiène, soit au fait de nourrir dans des conditions inappropriées. Mais là j'ai pris l'exemple de Verdier, mais bon, on a le cas avec les pigeons et autres colombidés chaque année qui nous arrivent massivement à cause de la trichomonose, dont la dispersion est favorisée par le nourrissage. On a le nourrissage intempestif des hérissons, qui est une mode assez récente, mais qui a bien pris, quand même, avec des pathologies, des problématiques qui sont liées aussi à ce nourrissage. On a aussi de plus en plus des espèces de leviers de bonne conscience. Oui, mais j'ai fait une mare, oui, mais j'ai fait un gîte insecte pour favoriser la nature dans mon jardin. Par contre, je l'ai entièrement clôturé pour être sûr que, surtout, le hérisson ne se barre pas. Donc, sur cette mode interventionniste, on a aussi un levier pour éviter des problématiques de cohabitation ultérieures. La mangeoire nous produit aussi beaucoup de prédation chat. Le hérisson qui vient bouffer les croquettes nous produit aussi un affaiblissement du hérisson et de son état immunitaire, et donc après on récupère les hérissons. Il y a énormément de leviers de ce côté-là, il y en a d'autres, hein. Donc on l'a dit, voilà, les juvéniles, le ramassage des juvéniles, ça vraiment il est de la responsabilité de nous tous de s'assurer qu'on n'envoie pas inutilement des juvéniles dans les centres de soins. En tout cas, pas des juvéniles inutiles. Je vais vous redonner l'exemple des chouettes. Hein. Si on ne creuse pas un peu, vous dites à votre service civique, les chouettes, il faut les reposer. Oui, mais quelle chouette? La chouette est fraîche, vous la remettez à 4 mètres du nid, elle ne sera pas nourrie. Les autres, oui. Donc si vous n'avez pas une personne au téléphone qui est capable de faire cette différence-là, je vais vous donner un autre exemple. Au centre de soins, on avait recueilli un... Je suis bon ou dans le... J'essaie de te regarder régulièrement pour ne pas faire comme hier. Au centre de soins, on avait eu plusieurs appels sur des problématiques loutres. Il y avait un bébé loutre qui avait été trouvé dans un camping. Et l'appel avait été géré par une service civique, parce que j'ai beau donner des leçons, il n'empêche que j'ai fait la même chose. Hein. J'ai filé le téléphone à une service civique. Et en fait, elle connaissait pas très bien la biologie des loutres. Et donc, elle avait conseillé aux gens de replacer le bébé loutre. Les gens avaient vu toute la famille de loutres. Donc, ils avaient pu remettre le bébé loutre avec la famille de loutres. Et donc, l'histoire s'est très bien finie comme ça. Le bébé loutre est parti avec sa famille vivre de formidables aventures. Et 2 jours plus tard, on a retrouvé le bébé loutre à moitié déchiqueté et avec des asticots. Et donc, pourquoi ? Parce que la service civique ne savait pas que les loutres ne savent pas en famille. En fait, c'était des ragondins. Ils avaient remis le bébé loutre au milieu de la famille de ragondins. Mais voilà, la service civique n'a pas eu ce réflexe-là de se dire « C'est marrant, ils ont vu une famille de 7 loutres dans le camping. » Nous, on aurait peut-être tilté. Mais voilà, on ne l'a pas assez formé, forcément... les contrats durent 6 mois, donc le temps de les former, ils sont déjà partis. Hein. Donc voilà, ce type d'accident, de contexte accidentogène arriverait moins si on considérait la médiation comme un vrai métier et qu'on le faisait faire dans les centres de soins par des gens formés pour ça et pérennisés dans le temps. Pour revenir à mes exemples, les mangeoires, bien sûr, on l'a dit, c'est des facteurs de transmission de maladies, c'est des facteurs de risque accidentogène sur de la collision vitre, sur de la prédation chat, etc. Les hérissons, gros facteur émotion, on a beaucoup de problèmes avec les hérissons, les gens essaient de les sauver à tout prix, donc on a de la capture intempestive, les gens capturent les hérissons qui sont en bord de route parce que c'est trop dangereux, les ramènent à 30 bornes en pleine campagne au milieu des champs, donc on a les femelles allaitantes qui sont déplacées à la période d'élevage des jeunes parce que les pauvres elles sont en ville, donc là aussi tout un facteur de sensibilisation, on peut leur expliquer qu'en fait le hérisson il survit mieux en ville, c'est triste mais c'est comme ça. Et bon, par ailleurs, ils sont fermés, ils sont déplacés. Il y a un facteur très émotion avec le hérisson qu'il faut qu'on tempère au maximum, parce que le hérisson, rappelons-le, est l'animal le plus reçu dans les centres de soins. Alors pourquoi ? Parce qu'il est en zone périurbaine, lui aussi. Et puis parce que c'est un animal qui a la sympathie du public. Donc on va avoir plus de ramassage de hérissons que de taupes.
Voilà, on revient à la conférence d'hier aussi, hein, le capital sympathie va plus facilement sur les mammifères carnivores connus, enfin là on n'est pas sur du grand mam, mais il n'empêche que voilà, le hérisson ça marche très très bien, et justement comme tous les animaux qui accueillent la sympathie, c'est souvent beaucoup trop. L'imprégnation, c'est un gros problème en centre de soins aussi. L'imprégnation, c'est clair pour tout le monde l'imprégnation? Vous savez tout ce que c'est? Ouais. Bon. Au cas où, rapidement, c'est le fait de modifier le comportement profondément de l'animal pour qu'il s'identifie à l'être humain. Alors c'est volontaire, pas volontaire, c'est pas forcément un être humain d'ailleurs, mais dans notre cas, c'est l'être humain. Et donc on va avoir une modification comportementale de fond irréversible. Donc dans les centres, quand on reçoit une pie qui a l'habitude de monter sur l'épaule pour demander de la bouffe, pour nous, il n'y a pas de solution derrière, ou très difficilement. Alors, je parle sur le contrôle de Véronique qui est dans la salle, je ne sais plus où, mais voilà. Ah non, pardon. Mais en effet, derrière, c'est très compliqué de réparer de l'imprégnation. Pour nous, c'est vraiment un facteur très difficile. Une fois que les particuliers ont imprégné durablement un animal, souvent mammifère, oiseau, hein, c'est plus dur d'imprégner un reptile ou un amphibien, mais on a vraiment du mal à reprendre le contrôle dessus. Après, on a aussi des idées toutes faites dont on doit tordre le cou pour que ça marche efficacement, notamment le côté oui mais je l'ai récupéré parce que je l'avais touché et du coup la maman ne veut pas le récupérer. Donc voilà, c'est aussi notre responsabilité d'avancer sur ces espèces d'idées reçues pour que les animaux soient moins gardés par les particuliers et soient couverts de bonne intention. Et puis la question des redirections aussi pour éviter de saturer les centres de soins inutilement. Il y a tous les animaux qu'il faut faire relâcher directement parce que c'est pas la peine de les garder. Il y a ceux qu'il faut faire abattre. Ça sert à rien de nous ramener un chevreuil et une demi-heure après sa patte. J'ai du vécu aussi. Mais voilà, il y a des animaux, bon, ça n'allait pas encombrer les centres de soins avec des animaux qui sont déjà plus ou moins morts, quoi. Donc il y a de la redirection. Là, je vous donne l'exemple aussi des cygnes mazoutés qui m'a fait marrer il y a quelques jours. Thierry du Ramsar m'a raconté que voilà, il y avait énormément de cygnes qui avaient été observés mazoutés à Rouen et qui avaient été récupérés par les pompiers qui n'y connaissaient pas grand-chose. C'était des juvéniles un peu marrons. Et donc tout ça partait par caisse de 30 aux chênes. Donc il a intercepté le convoi, il dit vous inquiétez pas, je vais les transporter moi. Il a été les relâcher immédiatement là où ils avaient été ramassés par les pompiers du coup. Mais voilà, ces redirections inutiles. Là on avait 30 juvéniles de cygnes qui arrivaient aux chênes quoi. Pour rien. Parce qu'ils étaient marrons. Ça, c'est des leviers vraiment sur lesquels vous pouvez tous agir pour aider les centres de soins. Alors après, il y a des erreurs graves aussi qui sont faites par les particuliers et qui engendrent des animaux pris en charge. Alors les mauvais choix alimentaires, bien sûr. Là, pour le coup, c'est sur des animaux trouvés en bord de plage, mais on avait le cas de guillemots qui avaient été récupérés par des gens, des guillemots et aussi des macareux. Et les gens les avaient gavés de force aux graines de tournesol. Bon, là, la cause de mortalité devient l'action même des gens. Les questions de méconnaissance biologique, on avait des gens qui avaient voulu déplacer des salamandres et qui les avaient jetées dans un lac. J'espère qu'elles ont tenu le coup. C'est des exemples, il y en a des milliers. Hein. Il y en a des milliers. Je pense que toutes les personnes ici dans cette salle en ont plein. Mais voilà, des questions de méconnaissance biologique profonde, ou typiquement la femelle hérisson allaitante qui va être déplacée à 20 bornes. Ça part d'une bonne intention, puis on est complètement à côté de la plaque sur le résultat. Après, des questions de saturation nerveuse, ça a été quand même pas mal évoqué, notamment par Jean-François Noblet hier, qui mènent à des saturations chez les gens. La fouine qui va faire du boucan toute la nuit, ou les petites chevêches qui vont foutre un bordel pas possible pendant toute la période d'élevage des jeunes. Il y a une saturation. Au bout d'un moment, les gens mettent des pièges, capturent, foutent des pièges à glu, des trucs comme ça. Et oui, c'est ça. Il y a un paquet d'espèces concernées. Après, il y a la question de la méconnaissance aussi de ceux qui font mal sans y penser. Mais typiquement, le coup des pièges à glu sur plaquettes qui vont détruire l'intégralité de la faune présente et pas l'espèce visée. Donc tout ça, c'est des erreurs graves qui sont en général faites par les gens, souvent de manière involontaire. Hein, la plupart du temps, c'est involontaire. C'est juste que leurs grands-parents faisaient comme ça. En général, il n'y a pas un lien très direct avec une connaissance biologique ou une intention de faire quelque chose. Alors, le médiateur en lui-même est en danger.
particulièrement, le médiateur des centres de soins vit un truc pas facile quand même. Il faut être très expérimenté pour faire ce boulot. C'est un vrai métier, mais ils n'ont pas, vous le savez, de formation. Il n'y a pas un cursus pour devenir médiateur diplômé. Actuellement, on n'a pas encore ça. Il y a énormément de turnover parce que c'est des métiers qui sont encore essentiellement pratiqués par des gens en contrat court, en service civique, parfois bénévoles même, certains dans la salle qui font ça entièrement bénévolement. Qui sont sur des contrats ultra précarisés. Bon, voilà, il y a ce turnover-là, on le subit. Et il n'y a pas de plan de carrière actuellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est médiateur en CDI, on peut espérer quoi d'autre ? On n'a pas construit de plan de carrière. Donc quand vous avez un CDI et que vous êtes payé au SMIC, vous pouvez considérer que vous avez réussi votre carrière de médiateur. Maintenant, il faut qu'on invente la suite, parce qu'on ne va pas garder les gens. Là, vous êtes majoritairement des jeunes gens. Est-ce que vous vous projetez dans 20 ans au même poste sans évolution ? Pour garder les gens, il va falloir qu'on leur propose un plan de carrière. Sinon, ils vont se barrer. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à l'après, à l'évolution du poste de médiateur pour arriver à proposer des carrières dans ce domaine, pour pérenniser les compétences, parce que je reviens là-dessus, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que tous les leviers qu'on a évoqués avant, on ne les fait que si on a de l'expérience et qu'on se sent à l'aise dans son poste. Et donc ça, pour obtenir ça, il faut quand même qu'on ait des personnes qui ne sont pas en précarité extrême, quoi. Alors le problème, c'est qu'en plus, on est soumis à des risques humains qui sont inhérents à ce qu'on entend et ce qu'on voit passer. Le problème, c'est qu'on est face à de la cruauté, parfois volontaire, on est face à des situations de souffrance, dans le cas d'animaux qui sont destinés à aller dans le centre de soins, il y a quand même pas mal de souffrance, il y a de la destruction du vivant, volontaire, involontaire, qui peuvent mener les gens à des discours de plus en plus radicaux. Le risque, c'est celui-là, c'est qu'à un moment donné, à l'usure, vous vous radicalisiez. C'est un vrai risque, on le voit dans pas mal de structures, avec un espèce d'effet saturation. C'est-à-dire on n'arrive plus à encaisser ce niveau de souffrance-là, ce niveau de destruction, et soit on va vers de l'indifférence, soit on va vers du syndrome de fatigue compassionnelle. Le syndrome de fatigue compassionnelle, pour ceux qui ne savent pas, on y est tous exposés, hein, autant qu'on est. C'est ce qui va toucher les gens qui bossent dans les ONG humanitaires ou les gens qui bossent aux urgences des hôpitaux. C'est-à-dire le fait d'être confronté en permanence à de la souffrance et de se sentir impuissant face à cette souffrance, parce que votre levier, soyons clairs, est limité. Notre levier à tous l'est, finalement. On le fait avec des moyens qui sont finis et on le fait aussi avec des outils limités. Donc l'exposition à la souffrance et ce sentiment d'impuissance, on doit aussi le traiter sur le long terme pour pouvoir pérenniser ses compétences dans les centres. Dans les centres et puis chez les médiateurs. Alors, il y a un courant inverse à un moment donné, c'est de gérer la problématique du vivant de manière trop distanciée ou trop technocratique. Vous connaissez tous la problématique des bureaux d'études, qui à un moment donné finissent par saturer, parce qu'en fait ils sont directement dans les mesures compensatoires, on les contacte que pour ça. Bon, on va péter une zone humide à coups de bulldozer, et donc qu'est-ce qu'on fait comme mesure compensatoire ? On va faire un trou avec la pelle un peu plus loin, on est d'accord, ça va le faire. Et en fait cette déception de la part des gens qui bossent en bureau d'études, qui finalement se retrouvent à traiter que des mesures compensatoires, nous aussi, malheureusement, on y est exposé. Donc le risque, c'est de prendre trop de distance et de désincarner le vivant. Il faut quand même rester un peu dans l'émotion pour ne pas prendre cette distance irréversible qui nous fait traiter le vivant comme n'importe quel dossier. Alors les perspectives à moyen terme qu'on peut avoir pour essayer de pérenniser cette activité, c'est d'essayer de mutualiser les services de médiation. Et finalement, pourquoi pas un service national ? D'essayer de former les gens, c'est-à-dire que je dis former les gens, pas les former sur le terrain, leur proposer une formation, un diplôme, un métier, quelque chose qui soit reconnu, avec un plan de carrière aussi, encore une fois, avec des perspectives d'évolution. Et après, super important, et je me ferai l'ambassadeur de ça, avoir une base de données commune pour valoriser ce qu'on traite les uns les autres, pour aussi faire des passerelles entre ce qui peut être traité comme problématique de médiation dans des associations naturalistes et qui se retrouve ou non transféré vers des centres de soins ensuite. Ça donne un indicateur de réussite de notre approche vis-à-vis des gens aussi.
Ça peut nous aider à faire évoluer deux choses. D'une part, nos méthodes de médiation, parce qu'on sait ce qui a échoué et ce qui finit basculer vers un centre de soins. Et d'autre part, agir sur les causes d'accueil. Les causes d'accueil qu'on a vues tout à l'heure, là, avec les 92% de causes anthropiques, c'est des indicateurs sur les problématiques qui impactent réellement les espèces, surtout périurbaines. Et donc c'est là-dessus, c'est nos leviers qu'on a à mettre en commun pour pouvoir agir dessus. Donc un exemple, surtout qui est le service national d'appel SOS qui a été mis en place en Australie. Donc c'est une plateforme nationale, il n'y a qu'un numéro, ça répond 7 jours sur 7. Ça renvoie vers les centres de soins quand il y a besoin, ça gère les problèmes de cohabitation quand il y en a. Voilà, service national qui produit, et ça c'est mon rêve, de la donnée actualisée mois par mois, et qui permet, alors bon là en l'occurrence je vous ai pris les exemples des espèces, du nombre d'appels, quand même, 2000 appels sur le mois, et des zones qui sont traitées. Bon après c'est grand, c'est l'Australie, mais voilà, il y a un seul numéro national, et des plateformes, et tout ça renvoie vers les bons interlocuteurs quand il y a besoin que ça soit traité par autre chose qu'une réponse médiation. Alors, quelle direction à la fin pour nos efforts ? Il faut essayer de passer le message au grand public, en fait, qu'il ne faut pas se tromper de combat. On n'aide pas la nature en déplaçant un hérisson. On n'aide pas forcément la nature en mettant un nichoir. C'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est notre rapport au vivant, la place qu'on prend. Et donc, à un moment donné, peut-être que pas faire. C'est davantage une réponse qui aide la nature que d'aller rajouter des mares, des nichoirs, des gîtes à insectes. À un moment donné, est-ce que laisser l'évolution, est-ce que avoir une action légère sur notre environnement et le vivant, c'est pas la meilleure réponse. On a tous le syndrome de Bambi, on a tous envie de venir en aide à, mais voilà, peut-être remettre en perspective le fait que pas toucher, c'est aider. Et par ailleurs, alors Margaret Mead a dit cette très célèbre phrase « Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. En vérité, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. » Certes. Mais elle a travaillé à une époque où la médiation faune sauvage n'existait pas. Et donc, elle ne savait pas qu'il existerait des petits groupes de gens réfléchis et engagés comme vous, mais qui ont la même durée professionnelle de vie que celle d'un papillon. On est très précarisé dans nos métiers. Donc, essayons de créer de la pérennité dans nos compétences et de la pérennité dans nos métiers. Essayez de vous préserver, c'est un vœu pieux, mais essayez de vous préserver tant qu'il est possible, de ne pas vous user à des conflits. Il existe des formations, et puis il existe surtout des partages d'expériences qui peuvent tout changer. Il faut absolument qu'on crée ces espaces de partage-là. Et voilà, vous êtes là ensemble aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. Et restez pas seuls. Parce que la durée de vie du médiateur faune sauvage, elle est extrêmement réduite quand le médiateur est isolé. Voilà, donc surtout, on est là ensemble pour du partage d'expérience. Il y a des soupapes de décompression, parce qu'on sait que c'est dur. Voilà, moi j'habite aux Aisy, en Dordogne, venez boire un coup si vous êtes de passage, c'est avec grand plaisir. Mais restez pas seuls, et surtout, essayez de pérenniser votre métier, celui de vos collègues, parce que c'est dans la pérennité que se situe réellement la réussite de cette action. Voilà. Alors, juste un petit mot. Il existe un ouvrage absolument formidable, créé par Coab, qui s'appelle « Histoire d'aider les animaux », qui parle très bien de médiation et qui reprend les expériences de médiation faune sauvage, des expériences de terrain dans les centres de soins, puisque Maëlle et Lucie sont deux anciennes responsables de centres de soins, et qu'elles ont une expérience de terrain d'une dizaine d'années qui leur ont permis ce recueil. Donc cet ouvrage est en vente au forum sur le stand de Coab et franchement je vous le conseille en partenariat avec le réseau. Voilà. Merci Manon. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Merci pour les questions solidaires. Merci pour la présentation. Moi, je découvre plein de choses. J'avais une question. En fait, je vois bien que c'est une expérience. On a besoin d'avoir des gens d'expérience pour faire ça. Mais je pensais au mécénat de compétences des entreprises. Donc nous, à SNCF, par exemple, on a du mécénat de compétences avec des salariés qui peuvent mettre à disposition leurs compétences pendant une durée d'une dizaine de jours, par exemple, dans une association. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer, du coup, pour vous aider, vous ou d'autres associations ? Enfin, pour d'autres associations, c'est peut-être plus facile.
pour vous, je pensais à des appuis informatiques, par exemple, pour les bases de données. Vous parlez de bases de données. Enfin, voilà, est-ce que vous avez pensé à ce levier-là, du mécénat de compétences d'entreprise, qui peut, même si c'est quelques jours, qui peut peut-être vous apporter aussi une aide? Il marche, oui. Alors le mécénat de compétences, ça existe déjà dans un certain nombre de structures de soins. En effet, souvent, c'est des grandes entreprises qui nous mettent à dispo des compétences. Alors, en général, sur un peu plus long que 10 jours. Hein. C'est souvent, pour que ce soit efficace, en fait, pour nous, il faut quand même qu'on ait le temps de faire une immersion de la personne dans nos problèmes. Donc, du mécénat de compétences long est quand même pas mal. Par contre, en effet, sur des domaines de compétences qu'on n'a pas, notamment la problématique informatique, c'est utile. Là où je travaillais à Audange, on avait eu un mécénat de compétences d'une personne de la Poste qui travaillait justement sur du développement et qui avait pu nous aider à dimensionner un outil en l'occurrence qui nous servait pour le rapatriement. Mais bien sûr, c'est super utile. Par contre, il faut que ce soit clair aussi pour la personne qui vient en mécénat de compétences, qui elle, souvent, a quand même envie d'avoir un peu le pied dans nos activités, c'est-à-dire d'aller faire plus du soin à la faune sauvage. C'est un peu c'est le pendant, et il faut qu'il y ait un donnant-donnant qui soit équilibré en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des gens en mécénat de compétences qui viennent vraiment nous apporter les compétences de leur cœur de métier, et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait une déception de ces personnes-là de voir qu'en fait elles vont venir exercer leur métier chez nous, mais du coup qui va peut-être pas être aussi romantique que l'image qu'elle s'en était faite. Mais on a vraiment besoin effectivement de compétences alternatives. Alors sur les bases de données, ça dépend des problématiques par centre, mais on est tellement sur un problème national que là, en l'occurrence, on réfléchit directement avec des structures, des entreprises dont c'est le boulot. Mais effectivement, il y a des besoins comme ça de développement un petit peu partout en France. C'est peut-être des développements qu'il faut mutualiser. Je pense que pour que ce soit intéressant, il faut que ce mécénat de compétences soit un peu long quand même. D'autres questions ? Oui, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant un peu vos projets. Alors vous avez parlé dans votre exposé du fait que votre réseau recouvre à peu près 25% des centres de soins existants en France. Est-ce que voilà, vous avez un projet de... Alors c'est peut-être parce qu'il est récent, hein, je ne sais pas. Voilà, quelle est votre position par rapport aux 75% restants? Est-ce qu'il faut les faire venir ou pas? Ou est-ce que c'est bien que ça vive comme ça? Bon, dans vos perspectives, il y a un aspect de mutualisation, donc j'imagine qu'il y a un petit peu la réponse à cette question dans cette mutualisation. Vous avez fait allusion aux amphibiens et aux reptiles tout à l'heure. Bon, il existe quand même un centre de soins important concernant les tortues terrestres, et puis il y a plusieurs centres de soins sur la façade méditerranéenne et la façade atlantique concernant les tortues marines. Et puis, peut-être une dernière réflexion, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire quelque chose pour les 20 pages de vente de mangeoires dans le catalogue de la LPO? Alors, il y a plusieurs questions à votre question. Je vais répondre à la première. Je laisserai peut-être à toi répondre à la dernière. Voilà, je te laisserai la réponse à la dernière, parce que voilà, le réseau n'est pas responsable du catalogue LPO et n'a pas son mot à dire là-dessus. En fait, sur la question du nombre de centres adhérents, on fait bien la différence entre la question des adhérents, c'est-à-dire qui viennent participer à la réflexion par leur adhésion, et les destinataires, finalement, de notre travail. Les destinataires, ça doit être tous les centres de soins, hein. On doit répondre à leurs besoins à tous, qu'ils soient adhérents ou pas adhérents. En fait, notre but n'est pas d'aller racoler plus d'adhérents et de couvrir la totalité des centres de soins. C'est pas forcément ça, viennent participer à la réflexion ceux qui veulent. Par contre, l'idée, c'est quand même de faire régulièrement, et on essaie de le faire régulièrement, hein, de prendre la température des besoins et de répondre aux besoins, mais du plus grand nombre en fait, du plus grand nombre, de créer des outils, y compris pour ceux qui veulent pas se fédérer, qui veulent pas avoir d'approche un peu politisée et qui veulent rester neutres. Faut qu'on produise des outils qui soient utiles à tous. Donc c'est pour ça, enfin voilà, on a déjà produit quelques outils en ce sens qui font pas spécialement notre pub, qui sont assez neutres et qui doivent servir au plus grand nombre. En fait, c'est vraiment ça la politique. Maintenant, s'il y a 100 centres de soins qui se mettent autour de la table pour initier la réflexion, c'est vachement bien, mais à côté de ça, on est quand même assez réaliste. On sait que le plan de charge des centres est énorme. Ils n'ont pas tous le temps de faire énormément de réunions, ni de travailler sur l'aspect administratif, et à la limite, c'est pour ça qu'on existe. Donc,
si on a juste un retour des besoins, déjà on peut avancer, quoi. Donc le nombre est en augmentation légère. Ce qu'on observe, parce qu'en fait il y a 2 fédérations, comme vous le savez certainement, de centres de soins en France. L'historique, celle qui existe depuis une trentaine d'années, qui s'appelle l'Union française des centres de sauvegarde, l'UFCS, et donc il y a à peu près le même nombre d'adhérents que nous, c'est-à-dire une trentaine, enfin un peu moins, il y en a 25, nous on a 26, enfin on est vraiment sur... En plus, d'autant plus qu'on partage beaucoup d'adhérents. Il y a beaucoup d'adhérents qui sont adhérents aux 2 fédérations. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a 75%, même avec le recul des 30 ans de fédération, qui se fédèrent pas en fait. Donc on va pas courir après, faut pas se tromper de combat, à la limite c'est pas très grave. Par rapport à la question des reptiles, vous avez raison, il y a une question tortue qui est beaucoup mieux traitée que le reste des problématiques. Alors, il y a quand même un centre de soins, je dois le dire aussi, qui traite les petits reptiles terrestres de type amphibien-serpent. Hein. Il y en a un qui s'est spécialisé, mais globalement, à l'échelle nationale, ça reste quand même une sous-compétence. Alors, les tortues terrestres sont en effet un sujet bien traité. Finalement, on renvoie à peu près partout en France vers les 2 centres qui gèrent cette question et qui gèrent aussi les tortues aquatiques, parce que en fait, le manque d'expérience des autres centres fait qu'on est très à tâtons sur ces problématiques-là. Sur les tortues marines, malgré tout, je continue de penser que malgré que ce soit des centres spécialisés, on reste toujours sur une problématique à tâtons, vu le faible effectif qui est pris en charge chaque année. L'évolution des compétences est forcément longue. Mais il n'y a pas que... J'ai cité les reptiles amphibiens, il y a d'autres espèces sur lesquelles on a des grosses lacunes. Hein. Je ne sais pas, là où j'étais, moi j'avais beaucoup de juvéniles de gravelots, de juvéniles limicoles. On est sur des taux d'échec monstrueux sur ces espèces-là. Et il y a plein d'autres espèces sur lesquelles on n'est pas bon parce qu'en fait, il n'y a pas assez de retours. On a trop peu d'expérience là-dessus. Et au final, cette amélioration des compétences, elle est vraiment à réfléchir peut-être à l'échelle européenne ou au-delà, parce qu'on a vraiment besoin d'une mutualisation des connaissances là-dessus. Donc on a encore des grosses lacunes, malgré qu'il y ait quelques spécialistes sur certains groupes espèces. Il y a encore d'énormes trous dans le panel de nos compétences et il faut qu'on arrive là. On a créé une fédération nationale. Je pense que maintenant, il faut arriver à réfléchir peut-être à une échelle au-dessus, à l'échelle européenne. Et il y a des réflexions qui s'initient. Ça viendra probablement pas de la France parce qu'on n'est pas les plus en avance. Mais par contre, il y a d'autres pays européens qui sont déjà organisés nationalement de manière très efficace depuis des années et qui réfléchissent à une coordination au niveau de Bruxelles, quoi. Et j'espère qu'on arrivera à ça pour des raisons politiques, parce que du coup je ne suis pas rentrée dans les détails des activités du réseau, mais en effet il y a une question quand même de faire reconnaître cette activité à l'échelle politique aussi, et investir les décideurs là-dedans, et ça se fera probablement plus à une échelle internationale. Pardon. Je laisse Anne-Laure répondre sur la question mangeoire. Et du coup je vais répondre, après on arrêtera là. Donc effectivement sur les 20 pages du catalogue LPO, il y a plusieurs façons de voir en fait. C'est qu'à la LPO on a beaucoup de sympathisants qui nous sollicitent sur cette question, on veut nourrir. Donc soit on fait le choix de laisser, parce qu'on voit bien dans les catalogues aujourd'hui, de bricolage et partout, en fait il y a des nichoirs très décoratifs qui sont proposés, il y a des choses à la mangeoire, il y a des boules de graisse pas forcément adaptées. Vous avez tous dû recevoir des oiseaux qui sont morts sur la boule de graisse parce qu'il y avait le filet, etc. Donc la LPO propose, effectivement, on propose beaucoup de produits. Et nous, en médiation notamment, on essaye aussi de faire le forcing pour que de nouveaux produits apparaissent, notamment des produits qui permettent de régler des solutions et des problématiques sur lesquelles on est sollicité. Par contre, donc on apprécie ou pas effectivement le fait qu'il y ait un certain nombre de produits de vendus. Nous, en interne, il y a aussi une communication qui a été faite pendant très longtemps et on essaye d'infuser, de vraiment communiquer sur le fait que le nourrissage à la mangeoire, c'est de la supplémentation. Et par contre, on essaye d'accompagner vraiment le public et on n'hésite pas à le dire, il n'y a pas forcément besoin de nourrir, il y a des périodes où il ne faut surtout pas nourrir. Et je rejoins Manon sur ce qu'elle a dit, c'est que finalement, ce qui arrive en centre de soins dû aux maladies à la mangeoire, c'est très peu, parce qu'en fait la mortalité elle est très forte à la mangeoire. Donc c'est vrai qu'on accompagne les gens à essayer d'avoir les bonnes pratiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et je pense que du coup je vais être obligée de conclure parce qu'on a déjà décalé.
Mais Manon est avec nous et n'hésitez pas s'il y a des questions à aller directement vers Manon, vers Jade. Alors juste un petit, parce que j'ai pas été jusqu'au bout de la promo, un gros petit point de promo. Alors je précise que j'ai aucun dividende et que le réseau ne touche rien à la vente de ce bouquin. Mais par contre pour les centres de soins, des fois que certains d'entre vous n'aient pas eu l'info, il y a un geste qui est fait de la part de l'éditeur qui vous permet de le revendre avec une marge. L'idée était de faire un peu de sous pour les centres de soins en revendant ce livre. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous êtes un centre de soins ou que vous travaillez en connexion avec les centres de soins, revendre ce bouquin vous permet de faire un petit peu de marge pour l'association aussi. Voilà. Et je crois que Maëlle et Lucie sont pas là pour faire leur propre promo, mais n'hésitez pas à aller sur leur stand tout à l'heure.